En 1995, l'un des effets immédiats a été le déploiement d'une grande quantité de soldats chinois à Shigatse, où se trouve le monastère de Tashilhunpo. Je ressens une grande tristesse pour ces deux garçons piégés dans cette situation tragique. Nous savons que le véritable Pachen Lama a disparu, tandis que les Tibétains et certains bouddhistes chinois appellent le garçon choisi par la direction du parti communiste et intronisé à Tashilhunpo le faux Pachen Lama ou le Pachen Lama chinois. À ce jour, la photo de Gendun Choki Nyama demeure interdite. En novembre 1996, le président chinois Jiang Zemin s'est rendu en Inde pour une visite officielle de 8 jours. J'ai reconnu qu'il ne m'était pas possible de m'entretenir avec lui. J'ai saisi l'opportunité de cette visite pour l'appeler, à travers une déclaration, à inverser la politique répressive de la Chine au Tibet. Le 19 février 1997, Deng Xiaoping, le dirigeant suprême chinois, est mort. Ce jour-là, dans mon allocution, j'ai exprimé mes regrets qu'une négociation sérieuse sur le problème du Tibet n'ait pas eu lieu de son vivant, et j'ai fait part de mon espoir de voir de nouvelles opportunités remettre les compteurs à zéro. Dans ma lettre de condoléances à Jiang Zemin, j'ai aussi écrit « Il est très regrettable que des négociations sérieuses sur le problème du Tibet n'aient pas pu avoir lieu du vivant de M. Deng. Néanmoins, je crois fermement que l'absence de M. Deng offre de nouvelles opportunités et de nouveaux défis tant pour les Tibétains que pour les Chinois. J'espère vraiment que sous votre direction, le gouvernement chinois se rendra compte qu'il est sage de résoudre le problème du Tibet par des négociations dans un esprit de réconciliation et de compromis. Pour ma part, je demeure convaincue que notre problème ne pourra être résolu que par des négociations tenues dans une atmosphère de sincérité et d'ouverture. Au regard de la première déclaration que Deng avait faite à mon frère, à part l'indépendance, tout est négociable, j'avais espéré que nous parviendrons à faire une percée sous sa direction. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. La mort de Deng a marqué la fin d'une époque. Il était le dernier des vieux communistes révolutionnaires à diriger la Chine, et aussi le dernier dirigeant que je connaissais personnellement. Il était responsable de l'ouverture de la Chine et sous sa direction, des avancées très significatives ont vu le jour en matière de développement économique qui ont permis de tirer des millions de personnes de la pauvreté, notamment de celles qu'avaient causées les famines du Grand Bond en avant et les souffrances de la révolution culturelle. D'un autre côté, c'est sous la férule de Deng que l'armée populaire de libération a ouvert le feu sur son propre peuple, place Tiananmen. En mars 1997, j'ai eu la bonne fortune de me rendre à Taïwan pour la première fois. Mes hôtes officiels étaient l'Association bouddhiste de Chine ainsi que le gouvernement dirigé par le Parti nationaliste, aussi connu sous le nom de Kuomintang, fondé par Chiang Kai-shek, lequel, à la suite de la conquête de la Chine continentale par les communistes de Mao, s'était enfui sur cette île. Étant donné que le Kuomintang se considérait comme la perpétuation du gouvernement de la République de Chine, bien qu'en dehors du continent, il affirmait encore officiellement à l'époque sa souveraineté sur l'ensemble de la Chine continentale, y compris le Tibet. Li Tenghui, le président taïwanais, m'a reçu officiellement, ce qui indiquait un adoucissement de la position taïwanaise officielle sur le statut du Tibet. Inutile de préciser que ma visite à Taïwan, et surtout mon entretien avec le président taïwanais, ont mis en colère Pékin, qui m'a accusé de comploter avec Taïwan pour saper la Chine. Personnellement, l'aspect le plus mémorable et précieux de mon séjour a été la chance de rencontrer tant de bouddhistes chinois qui avaient une dévotion sincère pour le bouddhisme et qui étaient libres de pratiquer leur foi sans interférence de l'État. En 2001, je me suis rendue à Taïwan une deuxième fois, en réponse à une invitation officielle du président Chen Shui-bian. À l'époque, j'ai aussi eu l'opportunité de m'entretenir avec Tsai Ing-wen, qui deviendrait par la suite président de Taïwan. C'était les premiers temps du renoncement de Taïwan à ses prétentions de souveraineté sur le Tibet, ce qui a eu pour conséquence l'accord du visa aux Tibétains apatrides de l'Inde sur leurs documents de voyage indiens et à terme la fermeture du bureau du Front uni, anciennement nommé la Commission des affaires mongoles et tibétaines,
établi à l'origine pour gérer les affaires des peuples non chinois, tels que les Tibétains et les Mongols en Mongolie intérieure. Finalement, en 2009, en réponse à une invitation, j'ai visité le sud de Taïwan pour prier sur les sites où un énorme typhon avait causé beaucoup de souffrances et où de nombreuses victimes avaient perdu la vie. Dans le cadre de mon approche habituelle, en l'espèce consulter le peuple tibétain de façon régulière, une réunion importante a eu lieu en septembre 1997 dans le but de réviser notre position sur le dialogue avec le gouvernement chinois. En fin de compte, comme je l'ai souvent déclaré, c'est au peuple tibétain de choisir son destin, et non au Dalai Lama ni au gouvernement communiste chinois. En conclusion de cette réunion, l'Assemblée des députés du peuple tibétain a adopté une formulation officielle de ce que j'avais appelé l'approche de la voie médiane, dont les points clés étaient les suivants. Sans chercher l'indépendance pour le Tibet, l'administration centrale tibétaine recherche la création d'une entité politique incluant les 3 provinces traditionnelles du Tibet. Une telle entité devra bénéficier d'un statut de véritable autonomie nationale et régionale. Cette autonomie devra être gouvernée par des législateurs et un exécutif élu par le peuple à travers un processus démocratique et devra disposer d'un système judiciaire indépendant. Dès que le gouvernement chinois aura validé un tel statut, le Tibet ne cherchera pas à faire une sécession de la Chine et demeurera au sein de la République populaire de Chine. Le gouvernement central de la République populaire de Chine est responsable des aspects politiques, des relations internationales et de la défense du Tibet, tandis que le peuple tibétain pourra gérer toutes les autres affaires du Tibet, comme la religion, la culture, l'éducation, l'économie, la santé, l'écologie et la protection environnementale. Pour résoudre le problème du Tibet, Sa Sainteté le Dalai Lama endossera la grande responsabilité de poursuivre avec sincérité les négociations avec le gouvernement chinois et de chercher la réconciliation. Du côté chinois, on peut penser que c'était en réaction à ce texte. En février 1998, le Bureau d'information du Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine a publié un livre blanc intitulé « Nouveaux progrès des droits de l'homme dans la région autonome du Tibet », indiquant ainsi la mise en place d'une stratégie publique agressive. Ce document concluait que le Dalai Lama en exil a essayé de masquer cela par tous les moyens en son pouvoir, comme dénigrer et attaquer le développement du progrès au Nouveau Tibet. Il a ajouté que les mensonges gratuits que le Dalai Lama fabrique et la violation de cet ordre, qu'il foule aux pieds, ne servent qu'à révéler sa véritable nature. Il brandit la bannière de la religion pour mener des activités visant à scinder la mère patrie. Entre-temps, de mon côté, je faisais tout pour encourager l'entrée de la Chine dans la communauté internationale. À l'époque, comme aujourd'hui, ma conviction profonde était que l'ouverture de la Chine était dans l'intérêt du peuple chinois. C'est pour ça, lorsque les discussions et les débats faisaient rage sur le fait que les États-Unis devaient ou non accorder à la Chine le statut de nation la plus favorisée, j'ai exprimé mon soutien à la mesure. J'ai écrit au président du comité des affaires étrangères du Sénat américain pour lui faire part de mon soutien personnel à l'accord de ce statut. En ce qui concernait nos contacts directs avec les dirigeants de Pékin, après 1989, rien de décisif ne s'est produit pendant des années. Cela dit, il y a bien eu quelques réunions à l'époque confidentielles, à Hong Kong et à Chiang Mai en Thaïlande. Entre mes envoyés, Lodi Gyari, Kelsang Gyaltsen et un émissaire du président chinois Jiang Zemin. En outre, le 28 septembre 1997, quand la sénatrice Dianne Feinstein et son mari, l'homme d'affaires américain Richard Bloom, ont rencontré le président chinois, ils ont eu la gentillesse de lui remettre en main propre une lettre que je lui avais écrite. Cela s'est produit plusieurs mois avant le sommet entre le président Bill Clinton et Jiang. Lors de la conférence de presse à Pékin, Clinton a révélé que la question du Tibet avait été discutée et il a souligné avec insistance l'importance d'une reprise du dialogue. Jiang a fait le commentaire suivant. En réalité, si le Dalai Lama déclare publiquement que le Tibet est une partie inaliénable de la Chine et s'y engage,
et qu'il reconnaît aussi que Taïwan est une province de la Chine, alors la porte au dialogue et à la négociation est ouverte. En fait, nous disposons de plusieurs canaux de communication avec le Dalai Lama, alors j'espère que le Dalai Lama aura une réaction positive à cet égard. C'était la première fois qu'un dirigeant suprême de la République populaire de Chine mentionnait publiquement la question du Tibet et évoquait la possibilité d'un véritable dialogue. Bien sûr, pour ce qui était de sa première condition, Jiang savait que j'avais déjà déclaré en public que nous renoncions à l'indépendance, sans varier depuis mon discours devant le Parlement européen à Strasbourg en 1988. Quant à la seconde condition, franchement, la question de Taïwan est totalement déconnectée de celle du Tibet et de notre cause. Jiang était peut-être sincère en recevant mon envoyé, mais l'ampleur du soutien dont il disposait au sein du Politburo chinois n'était pas claire. Alors que la dernière décennie du siècle, pleine d'événements touchés à sa fin, nous avons eu une bonne surprise. À 14 ans, le Karmapa, tête de la lignée Karma Kagyu du bouddhisme tibétain, a fui le Tibet pour l'Inde et s'est présenté à Dharamsala le 5 janvier 2000. Je connaissais son prédécesseur, le 16e Karmapa, qui avait été un important lama parmi les hauts dirigeants spirituels tibétains partis en exil en 1959. Aussi, étais-je très heureux d'accueillir le nouveau Karmapa, Ogen Trinley Dorje. Je lui ai proposé de les aider de mon mieux, lui et son entourage, notamment en ce qui concernait son éducation.